Bonjour à tous et bienvenue pour un programme très spécial consacré à 3 hommes qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages du championnat du monde des rallyes et qui en écriront encore, au moins pour 2 d'entre eux, d'autres dans les prochaines années. C'est un immense plaisir et même un privilège d'accueillir aujourd'hui sur le plateau d'Eurosport France le quadruple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb. Merci Sébastien d'être avec nous. Merci, bonjour. Nous accueillons également celui qui guide Sébastien depuis presque 10 ans maintenant, son copilote fidèle, Daniel Elena. Très très rare, encore plus rare que Sébastien sur les plateaux de télé. Merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et nous accueillons celui qui peut être considéré comme le 3e élément de cette Dream Team mécanique, à savoir le patron de Citroën Sport, Guy Fréquelin, patron de Citroën Sport depuis 1989 et qui a conduit cette équipe à tous les titres que l'on va passer en revue durant l'heure qui vient. Merci d'être avec nous, Guy. Merci. Et pour faire face à un tel effectif, il nous fallait au moins l'équivalent journalistique avec Cédric Voisard, notre confrère du Figaro. Bonjour Cédric. Bonjour. Et un monsieur qui écume les spéciales du championnat du monde des rallyes depuis 30 ans, plus de 30 ans même, Jean-Paul Renvoisé, que vous pouvez lire à chaque fois qu'il y a une épreuve de rallye dans les colonnes de l'équipe. On va essayer, non pas de revenir en détail... En même temps que moi, il y a 50 ans. Ça y est, c'est déjà parti. On va pas revenir en détail sur toutes les épreuves parce que nous vous proposerons un programme spécialement dédié au championnat du monde des rallyes 2007. On a choisi quelques thèmes pour évoquer avec nos invités. Le premier thème, c'est l'asphalte. Il y a eu cette saison 5 rallyes asphalte, les 4 prévus, plus le Monte-Carlo qui n'a pas vu l'ombre d'un flocon de neige. Sébastien, 5 victoires, le Grand Chelem. C'est sur l'asphalte que vous avez construit ce 4e titre? Je dirais que le titre, il ne s'est pas construit que sur l'asphalte. Il y a 5 rallyes asphalte, il y en a 16 en tout, donc il faut être performant partout. Mais c'est vrai que j'ai souvent été un petit peu supérieur à Grenoble sur l'asphalte et cette année, vu le déroulement du championnat, il a vraiment fallu saisir cette opportunité pour prendre un maximum de points et on a réussi à le faire en gagnant effectivement tous les rallyes asphalte. Donc c'est d'un côté, c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on a le titre, mais il y a 50, mais je pense qu'il en a marqué pas mal aussi, lui. Hein, des 2e places, il en a fait quelques-unes, donc bon, c'était pas facile, mais il fallait le faire. On a beaucoup parlé, Jean-Paul, Cédric, du Tarmac Master, Gilles Panizzi, Sébastien Loeb, Daniel Elena, c'est encore plus fort. Est-ce qu'on peut comparer, même si les autos et les époques sont un petit peu différentes? Sébastien est invaincu sur de nombreux rallyes asphalte, à commencer par l'Allemagne, qui est son terrain de prédilection, et il bat tous les records dans toutes les statistiques, mais en Allemagne c'est quand même extraordinaire, c'est quelqu'un d'intouchable. Hein. C'est difficile à cerner la performance asphalte de Sébastien. Alors vous parlez de Gilles Panizzi, justement l'éclosion de Sébastien dans le championnat du monde, sa première sortie au volant d'une WRC officielle, c'était un rallye asphalte, un San Remo. On va y revenir un peu plus tard. Il avait poussé Gilles dans ses retranchements, mais qu'est-ce qui fait que Sébastien est si fort sur asphalte? Je ne sais pas, Guy a peut-être une analyse. On sait toujours que c'est une spécialité française. Mais il est vraiment très très bon. Et puis on en parlera après, il est également très très bon sur terre. C'est une spécialité française, effectivement. Je dirais même latine plutôt que française. Et je crois que sur l'asphalte, il faut aussi que la voiture puisse suivre. Alors là, je prêche pour ma paroisse. Pour l'équipe. L'équipe a, je crois, bien travaillé sur l'asphalte parce qu'on a préparé la voiture en championnat de France d'abord, en 2000. On a fait un championnat complet sur l'asphalte et il est vrai qu'on avait un peu d'avance sur l'asphalte. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, notamment en Catalogne, nos concurrents se sont vraiment approchés très, très fort de nos performances. C'est vrai que ça a été plus dur cette saison que les saisons précédentes, c'est ce qu'on va voir. Pour la première fois, Sébastien, Daniel, vous n'avez pas mené durant la plus grande partie du championnat. Ça change un petit peu l'approche du championnat, Daniel? Non, parce que bon, de toute façon, on prend course par course, le championnat il est lent et bon, c'est très bien qu'ils sont là, il faut se battre et bon, pour être devant... Moi, si on veut être champion du monde, il faut gagner à tout prix, mais c'est vrai que cette année, on a bien ramé, quoi. Je crois que le problème, c'est ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Les sorties de route. Oui, ça c'est le deuxième. Mais le premier, c'est la Norvège.
Et à partir de la Norvège, on commence à essayer de rattraper. Il y a le Mexique, il y a le Portugal, il y a l'Argentine, 3 victoires de suite. Là, ils reviennent dans le match et ils reprennent même. Alors on est sadique, mais on écoute parce que elle est là. Hein. Là, il y a une petite faute. De Daniel. 130 plus, ouvre. Non, alors déjà, là, qu'on le dise bien. Hein. Ça ouvre et ferme 130 moins, très longtemps, glisse. 130 T'as dit 130 plus. Alors déjà, on va dire à tout le monde, c'est que là, on n'est pas en train de s'engueuler, c'est que le moteur, il tourne plus, donc le son, il est un peu plus fort qu'à la normale. Bon, on n'est pas en train de se faire des blagues non plus. Hein, non, on n'est pas en train de se faire des blagues. Non, mais bon, c'est vrai que là, bon, ben, c'est mon erreur à 100%. J'avais pas la tête. Du moins, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, quoi. Parce que c'était bien marqué moins sur le cahier. Et bon, ben, je pense qu'on a tous fait cette année, et ben voilà, ça c'était la mienne. C'est ce qui a fait la différence avec les autres années. Il y a eu quelques petits ratés. C'est surtout, comme je le disais, on démarre au 3e rallye. Donc au 3e rallye, il y a le problème de la Norvège. Et puis là, on commence à rattraper, effectivement, avec les 3 rallyes qui suivent. Puis il reprend la tête et la Sardaigne. Et à partir de la Sardaigne, 10 points complets. Et Marcus, qui en plus ne fait pas de faute en début de saison, ce qui fait qu'on est sans arrêt en train d'être derrière. Et quand on arrive au Japon, il y a la porte qui s'ouvre avec Marcus qui sort tout au début du rallye. Et elle se referme, on se la prend dans la figure avec l'erreur de Daniel qui bien sûr est humaine, hein, la preuve. Et donc, on était un peu comme en train d'essayer d'attraper une anguille et chaque fois qu'on avait l'impression de la tenir, elle nous échappait. Et ce titre a été vraiment très difficile. Alors justement, Lob Elena est quasiment redevenu un équipage humain cette saison. C'est-à-dire qu'il ne leur arrivait jamais rien, ils ne sortaient pas, ils gagnaient beaucoup. Et finalement, statistiquement, 2-3 erreurs dans l'année, c'est pas monstrueux. Et Grenoble n'est pas champion justement parce qu'il s'en colle une de trop. Et quant à Daniel, ça représente des milliers d'épreuves spéciales disputées tous les deux. Et il n'a pas dû en commettre beaucoup des erreurs de ce type. Et vous vous rendez compte des notes, des milliers de kilomètres de notes, et puis une fois un jour. Donc il a pas de chance, franchement, cette année, à la limite, c'est rassurant, vous êtes humains, les garçons. Il n'a pas de chance, c'est qu'il peut se tromper éventuellement. En annonçant droite, moins pour un plus. Mais là, malheureusement, l'erreur a été fatale, quoi. Et le lendemain de mon anniversaire, je me suis fait un cadeau tout seul, quoi. Alors c'est assez étonnant parce que beaucoup de gens m'ont fait la réflexion, mais enfin, plus au lieu de moins, ça change autant les choses. Ça change. Mais tout, ça change énormément parce qu'un système de notes c'est très personnel. Pour moi, un 130 plus, ça. C'est en 5e, 130 moins, c'est doucement en 4e. Donc il y a un rapport d'écart et un rapport d'écart. Il y a 30 km/h d'écart. Il y a 30 km/h sur des routes aussi étroites, aussi glissantes. Plus ce qu'il y a, c'est que c'est des routes où on est beaucoup en aveugle. En fait, c'est étroit, il y a beaucoup de broussailles sur le bord. Et on voit pas du tout. Donc, l'entrée du virage est ouverte. En plus, c'est un virage qui fermait un peu. Donc l'entrée du virage m'a pas surpris. Moi, par rapport à ma note, l'entrée du virage paraissait collée. J'ai placé la voiture, mais le problème c'est que la route elle partait là et moi je pensais qu'elle allait là-bas, donc c'était impossible de passer, quoi. En plus entre ce que vous faites, vous deux, et Grenoble et les autres, on s'en aperçoit dans tous les rallyes, c'est-à-dire que dès qu'ils attaquent plus, ils sont au niveau des autres, mais dès qu'ils attaquent, ils sont complètement intouchables, aussi bien vous que Marcus Grenoble. Alors justement, puisque vous parlez de Marcus Grenoble, il a changé un petit peu de stratégie. On va voir les images. On a fait 2 catégories pour parler de Marcus Grenoble cette saison. D'un côté, Marcus Grenoble qui rit, on va voir avec ses victoires, avec un Marcus qui d'un coup s'est joué placé alors que c'était pas trop sa spécialité jusque-là et qui a longtemps mené le championnat. Voilà, il n'est pas sorti de la route avant la fin de saison. Ça a été mais déjà, il avait moins l'impression. Il avait 10 points d'avance. Et il la jouait effectivement placé, mais tout en roulant quand même, il fait pas de faute. Et chaque fois que Seb et Daniel gagnent un rallye, il ne prend pas le risque de se mettre dehors pour gagner à tout prix, parce qu'il a 10 points d'avance, donc il la joue placée, effectivement. On voit les images, vainqueur en Suède, vainqueur donc en Sardaigne après la sortie de route, vainqueur en Grèce, vainqueur en Finlande, donc 3 épreuves de suite, vainqueur en Nouvelle-Zélande avec ce succès pour 3 dixièmes de seconde, qui est le plus petit écart jamais enregistré à l'issue d'une épreuve de championnat du monde. Et puis après la machine s'enraye, on va voir ensuite les ratés de Grenoble. Vous avez senti, vous,
un Grenoble différent? Ouais, je pense qu'il a accepté plus facilement de pas gagner. Avant, ces images à la Nouvelle-Zélande montrent bien qu'il est très motivé, très concentré. Ouais. Et c'est vrai que Grenoble, jusqu'à présent, il était devant, ou alors souvent il allait péter les plombs, il allait tout tenter pour passer. Alors que là, il a peut-être commencé à accepter que parfois je puisse être devant lui, quoi. Et donc il se raisonnait, il finissait deuxième, il pensait à son championnat, ce que j'ai toujours fait moi depuis quelques années. Hein, quand j'ai pas la possibilité de gagner, je me dis vaut mieux finir deux que de faire n'importe quoi. Et cette année, il a joué un peu dans ce jeu-là. Il a une voiture très fiable comme nous. Hein. Si on regarde sur la saison, aucun de nous deux n'a eu de problème mécanique, quoi. Donc tout s'est joué à la régulière. Et ça, c'est vraiment un côté sympa aussi qu'il y a eu cette année dans le championnat, c'est que c'était vraiment une bagarre humaine. Justement, on vous a beaucoup interrogé sur cette saison, mais est-ce que c'est pas exactement pour vivre ce genre de choses, je pose la question à Sébastien et à Daniel, mais est-ce que c'est pas exactement pour ce genre de choses, pour vivre ce genre de finish, qu'on est pilote de haut niveau? C'est vrai que c'est... je dirais que c'est au niveau sensation, au niveau tension, ça a été beaucoup plus fort que les années précédentes. Hein, de pouvoir se battre comme ça jusqu'à la dernière course sans savoir qui va gagner le championnat. Même si vous aviez perdu, vous diriez aujourd'hui la même chose ? Sincèrement. Oui, je dirais la saison, j'aurais pas de regrets sur la saison, à part le fait d'avoir perdu le championnat, mais j'ai pris beaucoup de plaisir cette année. Un de mes meilleurs souvenirs reste la Nouvelle-Zélande, malgré le fait que j'ai fini deuxième. Mais la bagarre a été tellement intense, il fallait bien qu'il y en ait un des deux qui gagne. Ça n'a pas été nous. Je crois surtout que la tension allait grandissante à partir du moment où on s'approchait de l'échéance. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pour Marcus. Marcus a tenu toute la saison parce qu'il avait un peu d'avance. Et quand il est arrivé au Japon, il s'en fait une. Bon, derrière, il y a le problème que l'on connaît. Et puis, on arrive en Irlande. Et là, Sébastien, qui a un problème d'amortisseur au départ du rallye, deux spéciales, Sébastien fait le meilleur tour dans la première. On va voir les images justement de Grenoble qui pleurent. Alors, et comme Marcus apprend que Sébastien a un problème, Sébastien a eu l'intelligence de lever sur la troisième spéciale le premier kilomètre. Il y a des bosses énormes où il ne veut pas tout casser justement parce qu'il lui manque un amortisseur. Et à partir de là, Marcus se dit c'est le moment d'enfoncer le clou et il en fait une. Voilà. Et c'est là où le championnat bascule sans doute. Il y a eu déjà... C'est cette idée-là de ce style, puisque quand Sébastien était absent l'an dernier, en Australie, à la suite de son accident de VTT en Australie, par excès de précipitation, finalement, il sort de la route alors qu'il n'a aucune raison de se sortir de la route. Il veut recommencer le coup de la Turquie où il prend 30 secondes en 10 km, il se dit là je vais être débarrassé, il attaque et il sort et il perd le championnat à cause de ça. Cédric, juste une question. On voit ici les images de la sortie du Japon. Est-ce que je me trompe dans l'analyse en disant que la sortie du Japon, finalement, elle est presque explicable parce que s'il gagnait le Japon, il mettait Sébastien et Daniel dans une situation encore plus compliquée. Par contre, la sortie en Irlande est quand même plus discutable, non ? Oui, mais tout est explicable cette saison parce que tout est logique finalement. On a retrouvé un Marcus Grenoble du niveau des années 206 Peugeot cette saison. L'impétuosité peut-être en moins. Il savait qu'il disputait sa dernière saison et peut-être qu'il avait envie de ne pas la gâcher, d'en profiter chaque seconde, chaque minute, chaque spéciale et de ne pas vendanger les résultats. Et puis finalement... il trouve à qui parler, comme depuis plusieurs saisons, avec Sébastien, qui est régulièrement devant en termes de performance pure, et qui est capable surtout psychologiquement de tenir le coup jusqu'au dernier rallye. Et Marcus redevient Marcus quand finalement, en fin de saison, les nerfs lâchent. Et c'est vrai qu'en Irlande, il est clairement en train de se dire qu'il peut peut-être faire une différence sur cette spéciale. On a tous analysé un peu comme ça son erreur, même si techniquement, on peut expliquer aussi qu'il soit parti en luge sur un revêtement mouillé. Mais il savait que Sébastien avait un problème. Et plutôt que de se dire je respecte mes consignes, je vais à l'arrivée de ce rallye parce que le titre c'est au RAC que je vais essayer de le gagner, eh bien il redevient pilote quelque part, il redevient Marcus Grenoble, il essaie d'aller chercher le coup dur d'entrée de rallye et il y perd tout. Mais il a oublié un petit peu la stratégie qui s'était fixée en début de saison. Alors, il y a peut-être une explication aussi, c'est que dans ce droite, il y a un parking qui est à l'extérieur. Peut-être qu'une fraction de seconde, il a pensé que la route
était plus large et était le long du mur. Je ne sais, c'est l'explication que je pourrais donner si on me demandait d'en donner une. Mais je ne suis pas sûr que ce soit celle-là. Mais ça peut en être une. Pour moi, il était à 110% et il essayait d'enfoncer le clou, puisqu'à mi-spécial, il avait déjà plus de 8 secondes d'avance. Et il savait qu'on avait ce problème et il s'est dit, bon, ben, c'est là qu'il faut y aller, quoi. Mais bon, on est quand même à la 4e spéciale du rallye, le premier jour, quoi. Je veux dire, il un peu d'impatience, un manque de recul, en fait, peut-être. Je pense par rapport. C'est ce qui caractérise, en général, c'est ce qu'on dit, les grands champions. C'est un très très grand champion. Bien sûr, mais la grosse différence qui est entre Marcus et Seb, c'est que moi, il m'a encore bluffé en Irlande, justement. C'est que partir avec un amortisseur défaillant, première spéciale, il fait le meilleur temps. Deuxième spéciale, enfin, ils font le meilleur temps. Deuxième spéciale, ils s'en laissent mettre un petit peu, juste ce qu'il faut pour ne pas perdre pied. Et la troisième, il est vraiment dans le premier kilomètre parce qu'il y a des grosses bosses pour ne pas tout casser. Il a l'intelligence de mener justement sa course comme il l'entend et comme il le souhaite. Et Marcus fait l'erreur. Je trouve ça vraiment très fort et c'est ce qui fait la différence. Ce que tu disais, qu'il avait peut-être oublié ses consignes qui s'étaient données depuis le début de l'année. Le problème, c'est qu'il fallait qu'il en gagne une quand même. Hein, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de gérer les deux dernières. Donc, bon, même après le Japon, sur les deux dernières au départ de l'Irlande, il fallait qu'il en gagne une des deux. Il ne pouvait pas gérer les deux. Donc là, il a peut-être vu une opportunité. Le RAC, il ne pouvait pas être sûr. Moi, je pense qu'au RAC, on partait à 50-50 à peu près. L'Irlande, je partais avec un petit avantage. Mais là, il voit peut-être une opportunité de se dire, je peux faire la différence, il a un problème. Je pense que moi, ça me paraît une réaction normale. Après, il fait une faute, il se fait piéger. Là, au départ, il sait qu'il ne peut pas gagner à la régulière contre Seb, mais il y a le problème d'amortisseur. Donc là, il se dit, j'ai une chance. Et à mon avis, c'est bon. Ce qui est fort quand même, c'est que le comportement de Sébastien, son approche du rallye, son intelligence situationnelle, dont Guy parlait, il a un problème technique, il sait le gérer. C'est que finalement, on parle de Grenoble à ce moment-là du championnat comme le pilote sous pression. Alors qu'il est en tête du championnat, il a des points d'avance sur Sébastien Loeb. Et en fait, c'est lui qui a la pression et non pas Sébastien. Et là, l'approche psychologique de la compétition, la différence se fait aussi là-dessus, parce que chez Sébastien, visiblement, la pression ne connaît pas. Il est égal. Et il vaut mieux être chasseur que chasser dans ces cas-là, quoi. Et donc nous, on n'avait rien à perdre et fallait y aller, quoi. Alors on va voir le tableau final du championnat, parce que ça reste quand même un championnat qui a été incroyablement serré, avec 4 points d'écart à l'arrivée après 16 rallyes, 116 points pour vous, Sébastien et Daniel, 112 pour Marcus. Voilà donc pour cette saison 2007. On a vu vos petits ratés cette saison. Il y en a eu d'autres auparavant, très peu. Mine de rien, c'est quand même un des équipages qui sort le moins. On va essayer de découvrir les images. On fait juste le point. Sébastien Loeb, Marcus Grönholm, Mikko Hirvonen qui termine 3e, qui fait lui aussi une belle saison. Dani Sordo, 4e, qui a bien pris ses marques aussi sur les épreuves terre, notamment. Guy, il a bien progressé. Il a surtout progressé sur la terre. Sur l'asphalte, on savait qu'il allait très vite aussi. Il a d'ailleurs fait plusieurs doublés. On a fait plusieurs doublés avec Sébastien et Daniel et Dany et Marc sur asphalte. Il fait une 2e place au Japon, qui est une très belle place. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit qu'il avait quand même bien évolué. Et puis au Rallye de Grande-Bretagne, un peu déçu par les prestations de Dany, en tout cas en début de rallye. Mais on sait aussi que Dany, il a fini. C'est un rallye difficile, il fallait le finir. Et on sait aussi que Dany a quand même, aujourd'hui, sur la Terre, sans ses problèmes mécaniques, il a terminé tous les rallyes sur Terre, les rallyes où il est sorti. C'est un bel indice. Alors justement, des rallyes que vous n'avez pas finis, il n'y en a pas des masses, on en a quand même trouvé quelques-uns. On va voir les images avec d'abord la Catalogne en 2002. Ça c'est les records. Alors on va faire le point d'abord sur vos records. Ça c'est de ma faute. Les records donc de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. La première victoire officielle donc intervient en Allemagne en 2002. Ensuite, il y a ce titre de vice-champion du monde en 2003. On va y revenir en deuxième partie d'émission. Mais déjà, pour une première année complète, terminer vice-champion, c'est énorme. Ça, 2004. 2004, les 6 victoires et le premier titre de champion du monde. 2005,
10 victoires, là encore un record. Le titre de champion du monde de nouveau à la clé, avec au passage un nouveau titre, le 3e consécutif pour Citroën. En 2006, là cette fois 8 victoires, avec une Xara qui est bleue pour l'occasion, puisque Citroën Sport s'est retiré et c'est Chronos qui fait rouler Sébastien Loeb et Daniel Elena. Voilà donc une carrière hors norme. 4 titres mondiaux consécutifs, ça a déjà été fait avec Tommi Mäkinen. Juha Kankkunen avait lui aussi 4 titres, mais pas consécutifs. 36 victoires en 98 rallyes, c'est affolant comme chiffre. 10 victoires donc en une saison, record absolu en 2005, et 6 victoires consécutives. C'est des chiffres à donner le tournis, Jean-Paul. Oui, c'est des records parmi d'autres, parce que on se souvient du Tour de Corse avec 12 victoires de spécial sur 12, ça s'était jamais vu non plus. Enfin, il y en a tout un tas de succès comme ça. On n'a pas fait le compte des spéciales gagnées à cause des super spéciales, parce que c'est compliqué, mais je crois qu'on est à des sommets là aussi. Oui, je crois qu'on parle du palmarès du plus grand pilote de rallye de l'histoire, vraisemblablement. Je crois qu'il n'est pas totalement nécessaire d'attendre un 5e titre mondial. Ouais. Alors, Sébastien, j'ai eu l'impression, je me trompe peut-être et vous gênez pas pour me le dire, que finalement c'est peut-être le record de Carlos Sainz du nombre de victoires qui était plus important à vos yeux que le nombre de titres mondiaux. Je me trompe ? Non, c'est vrai que c'est le record dont j'avais toujours le plus entendu parler et qui me donnait le plus envie, parce que il était assez disputé, il y avait plusieurs pilotes qui étaient très proches et voilà, maintenant c'est vrai qu'on l'a battu ce record. Le nombre de titres consécutifs, il a fallu se battre pour l'égaler déjà, parce que cette année ça n'a pas été facile, c'était pas gagné d'avance. Donc maintenant c'est vrai que l'objectif c'est de continuer à gagner. On en a gagné 4 de suite, on ne peut pas avoir un autre objectif que d'en gagner un 5e. Daniel, il y a dans ces victoires, dans ces 36 succès, il y en a qui sont quand même absolument incroyables. Je pense à la victoire en Suède, à l'intérieur de la voiture, ça devait être quelque chose. C'est clair, la Suède c'est un grand moment, parce que c'est vraiment le rallye typique pour les nordistes, quoi. Et jamais personne n'avait réussi à s'imposer là-bas, à part des Finlandais et des Suédois. Et je veux dire que le jour où on a fait retentir la Marseillaise là-haut, on était vraiment fiers, quoi. Et maintenant, on cravache et on va tout faire pour le refaire encore, quoi. Pour gagner, il faut être à l'arrivée, mais avoir si peu de sorties de route et gagner autant, c'est quand même assez phénoménal. Ouais, moi je me souviens pas avoir vu de pilote sortir aussi peu dans une carrière. J'ai beau chercher. Ah si, il y en a eu, mais qui roulaient nettement moins vite. Non, mais même sur une carrière au top niveau, je vois pas. Même Guy aurait pu être champion du monde sans sa sortie de route au RAC. Non, en 81. Non, je me souviens pas avoir vu si peu de sorties de route sur une carrière. Est-ce que c'est aussi, bon, il y a le talent du pilote, la précision des notes données par le copilote. Il y a peut-être aussi votre patte, Guy Fréquelin. Il y a un mot qui revient souvent dans vos interventions. Je suis pas sûr qu'à ce niveau-là, je puisse intervenir. C'est surtout ce qui est important, c'est d'avoir une équipe soudée, avec des personnes qui sont à leur place, qui sachent ce qu'elles ont à faire, que les équipages se sentent rassurés par les voitures qu'on peut leur proposer, leur fournir, de façon à ce qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Après, ce qui fait la différence, c'est quand même, le don. Et Dieu sait si Sébastien est doué, et ils sont bien sûr deux dans la voiture, mais au niveau du pilote, il faut être doué. Il a surtout une intelligence de la course, un calme qui lui permet d'analyser la situation quand il y a un problème et de le gérer, que très peu de pilotes, ou voire aucun pilote, n'est à ce niveau-là. C'est clair que la force de Seb, c'est que, je veux dire, il ne va pas dégoupiller pour essayer de gratter 1/10 de seconde, mais il va plutôt freiner pour contourner une pierre ou un obstacle ou un truc comme ça, quoi. C'est le seul pilote, je pense, dans le championnat qui est capable de lâcher du temps plutôt que d'essayer d'en gagner, quoi. Alors, ça, c'est sa force, quoi. Ouais, la question, à la limite, Sébastien, est-ce que c'est une nature, cette espèce de flegme, de calme en permanence, ou est-ce que c'est une approche volontaire de la compétition et un état dans lequel tu te mets à l'approche de c'est les deux. Il est calme, mais il a aussi cette approche, cette intelligence de la course. Je pense avant tout c'est la nature, ouais, mais il le cultive. Il n'y a pas de travail particulier. Non.
Alors l'idée c'est ce que les anglo-saxons appellent to finish first. You have to finish. Pour finir premier, en premier lieu, il faut finir. C'est quelque chose que vous avez volé aux Anglais. Peut-être, mais j'arrête pas de le répéter. Et d'ailleurs, vous vous êtes taillé une réputation. C'est les Anglais qui me l'ont volé, voilà. C'est ça. Vous êtes beaucoup plus ancien que les Anglais sur Terre. Et vous vous êtes taillé une réputation par rapport à la langue de Shakespeare. On va vous écouter. Vous avez vraiment un don pour l'anglais. On écoute vos analyses. Vous foutez pas de moi. Yes, it's really a very nice result for the team, for Sébastien and Daniel, and for me also. Alors Vous avez vu sur la joue, il y a fort chaud. Hein. Ouais. On est un petit peu dur parce qu'en plus il y a l'émotion. Le quatrième titre vient de tomber. Mais bon, on pouvait pas passer à côté de votre don pour la langue de Shakespeare. Bien sûr. Et j'en suis fier de mon anglais. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que Guy, quand on a débarqué un petit peu tous en championnat du monde en 2001, je veux dire, moi, la dernière fois que j'avais fait de l'anglais, c'était il y a très longtemps, quand je participais encore aux cours à l'école, quand j'y étais, quoi. Mais Guy, c'était pas de sa génération, l'anglais et tout, il s'y est mis, et je veux dire qu'il nous a tous bluffés, parce que je me rappelle, en 2001, il parlait pas anglais, quoi. Et voilà, comme tous, on s'y est mis, et maintenant, on arrive à faire des interviews en anglais. Bravo, en tout cas. Avec notre accent. Enfin, il y a souvent, c'est Sébastien qui traduit, quand vous... Fort chaud. Heureusement, Guy, ce n'est pas qu'un anglais tonton flingueur. Parce qu'on a un équipage incroyable avec un monégasque qui détient le plus beau palmarès de toute l'histoire parmi les copilotes. Le pilote est pas maladroit non plus. Et puis, je crois que Guy est plus ou moins le meilleur team manager qu'on ait pu voir en rallye depuis un bon moment. On va y revenir, Cédric, dans la deuxième partie. Non, mais il y a du calibre quand même. Quand c'est le cas, faut le reconnaître. C'est ça, mais on le reconnaît tout à fait. On va marquer une petite pause et puis on va revenir très vite justement sur le parcours d'ensemble de Sébastien Loeb, de Daniel Elena et de Guy Fréquelin.